Salut à tous, bienvenue sur Radio Bel Air pour notre 5e live aujourd'hui. Alors, l'organisation est un tout petit peu chamboulée parce qu'on a quelques personnes qui doivent partir d'ici quelques minutes, donc on va devoir changer le programme. Alors, on commence comme d'habitude avec le fil d'actu d'Emina Eskander et ensuite quelques petites surprises dans l'ordre. Donc, alors allez-y. Donc, bonjour Mélik, bonjour Skander. Bonjour Amina, bonjour Mélik. Voici ce que l'on peut dire dans l'actualité de ce vendredi 7 décembre 2012. Dans le monde, la neige tout d'abord qui paralyse la plupart des moyens de transport, surtout dans le nord de l'Europe. Beaucoup de perturbations sont notamment attendues aujourd'hui dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol et Bruxelles. Dans le reste de l'actualité, un séisme d'une magnitude de 7,3 a frappé aujourd'hui, vendredi, au large de la côte nord-est du Japon, non loin de Fukushima, et une alerte locale au tsunami a été lancée par la préfecture de Miyagi, à 300 km environ au nord de Tokyo. France, c'est demain que se tiendra l'élection de Miss France 2013. Parmi les 33 Miss venues de toutes les régions de France, une seule sera sacrée Miss France 2013 après une longue soirée diffusée sur TF1 à partir de 20h50. Tunisie, la commission administrative de l'UGTT a décidé d'observer une grève générale dans tout le pays le jeudi 13 décembre 2012, en signe de protestation contre l'attaque perpétrée contre le siège de la centrale syndicale et de ses dirigeants. La grève intervient le même jour que la visite d'Hillary Clinton à Tunis. Dans l'actualité du lycée, cette semaine aura été riche en animations. La finale des ambassadeurs en herbe s'est tenue mercredi dernier, tandis qu'aujourd'hui, vendredi, l'établissement reçoit la visite de chefs cuisiniers de l'Élysée et de Matignon à l'occasion de la journée saveurs, odeurs, couleurs de la cuisine. C'était ce que l'on pouvait dire dans l'actualité de ce vendredi. Merci Mélie. Merci. Donc pas de minute insolite aujourd'hui malheureusement, apparemment. Oui, comme vous l'avez deviné, Amina et Skander vont nous quitter bientôt, Samir aussi, donc tout de suite Skander va faire sa rubrique HTML, alors vas-y Skander. Alors bienvenue pour ce nouvel HTML. Alors aujourd'hui je vais pas annoncer le programme, ce sera un peu quelques surprises. Donc aujourd'hui c'est J-14, mais J-14 avant quoi? Est-ce que vous savez? Non, pas du tout, non. Personne, vous avez aucune idée? Aucune idée. Pas du tout. Et bah c'est J-14 avant la fin du monde. La fin du monde qui a été prévue par les Mayas pour être le 21 décembre 2012, c'est-à-dire dans 14 jours. Et on voit que sur le net, cette fin du monde, c'est devenu vraiment un business. Les gens sont prêts à payer de plus en plus cher pour survivre. Il y a une femme qui vend sur internet des kits de survie à une trentaine de dollars et apparemment ça marche très bien. Il y a aussi l'exemple de la ville de Bugarak en France, qui est apparemment la seule ville qui ne sera pas touchée par cette fin du monde. Donc déjà les gens ont commencé à affluer là-bas pour s'y protéger. Et on peut voir que sur internet on peut louer des chambres d'hôtes là-bas à Bugarak. Et on peut également louer des maisons. On peut louer une maison fin du monde pour passer la nuit là-bas. Et on voit que les prix en fait sont très très hauts. C'est assez impressionnant de voir à quel point les gens sont intéressés. Mais il n'y a pas que ça, il y a également des firmes qui ont commencé à faire du business avec la fin du monde. Par exemple Speed Burger qui propose un menu spécial fin du monde. Donc le soir de la fin du monde, si vous avez rien à faire, vous pouvez commander votre menu Maya Burger sur internet. Et aussi on voit sur Facebook qu'il y a beaucoup de soirées fin du monde qui commencent à s'organiser, notamment à Paris, donc pour la dernière soirée avant la fin du monde. Énormément de participants et c'est très cher, même l'entrée est chère, à peu près 30 €. Par contre, on n'est pas sûr que la fin du monde va vraiment se passer parce que la NASA a démenti il y a quelques jours la possibilité d'une fin du monde. Et en fait, si c'est pas cette fois-ci, on a découvert en 2010 qu'il y avait une autre fin du monde qui était possible. Ce serait le 14 octobre 4772. Donc entre temps On a le temps. Ouais, ça va, on a de la marge quand même. On a le temps de se préparer, ouais. Bon, donc pour l'appli de la semaine maintenant. Pour la première fois, je vais vous parler d'une application payante parce que je l'ai trouvé vraiment super. Cette semaine, j'ai essayé l'application Sleep Cycle. C'est une application qui permet de se réveiller de bonne humeur. Enfin, c'est pas scientifiquement prouvé, mais la plupart des gens et moi-même attestent que ça marche. Donc cette application en fait elle détecte à travers les possibilités de l'iPhone de détecter certains sons, elle détecte quand est-ce que vous êtes en profond sommeil,
quand est-ce que vous êtes en sommeil et quand est-ce que vous êtes plutôt en éveil. Et elle choisit de vous définissez un intervalle de 30 minutes pendant laquelle elle doit vous réveiller. Et elle choisit de vous réveiller au meilleur moment pendant ces 30 minutes en détectant la période où vous êtes le plus en éveil. Ça fait une semaine que je l'ai utilisé donc, et à chaque fois ça a marché, à chaque fois je me suis vraiment levé de bonne humeur. En plus elle propose des réveils musicaux assez relaxants quoi, donc c'est très agréable. Et en plus à la fin de la nuit, quand vous êtes réveillé, vous pouvez voir le graphique, c'est-à-dire à quelle heure vous étiez en période d'éveil, à quelle heure vous étiez en période de sommeil. Donc voilà, c'est une appli très sympa et je la conseille à tout le monde si vous avez du mal à vous réveiller le matin. Ce qui est le cas. Est-ce que c'est possible d'avoir cette application? Je pense pas qu'elle soit disponible sur Android, mais par contre c'est quasiment sûr qu'il y ait l'équivalent parce qu'il y a énormément d'applications de réveil. Ouais, ça serait bien utile à beaucoup de gens. Bon, merci Scanter, je pense qu'il est temps pour toi de partir. On va faire une petite pause le temps que tu y ailles. Et merci pour ton intervention et à la prochaine. Voilà, ça y est, Scanter nous a abandonnés, on n'est plus que 5 dans la pièce. Je vais laisser la parole à Emina maintenant qui va nous faire son vide-grenier avant de partir aussi. Bienvenue dans le vide-grenier. Donc aujourd'hui, j'aimerais rappeler que demain, c'est l'anniversaire de Jim Morrison, donc le chanteur de The Doors. Et pour l'occasion, j'aimerais faire un petit récapitulatif de sa vie et de sa mort assez étrange aussi. Alors, quand il était enfant, c'était un gamin super brillant. On parlait même de génie incompris. Les gens n'aimaient pas ses idées et ses projets à l'université. On comprenait pas en fait. C'était trop décalé. La première passion de Jim Morrison fut la littérature. Donc jeune, il écrivait des journaux intimes, des poèmes, et il lisait beaucoup. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle American Prayer. Excuse-moi de t'interrompre, Emile, peut-être que j'ai mal suivi à un moment, mais c'est qui cette personne? Jim Morrison? Oui. Alors, shame on you. c'est le chanteur de The Doors, oui, le groupe voilà. de musique. Donc, voilà. Et donc il est parti étudier le théâtre et le cinéma à UCLA en 64. Il rencontre alors les futurs membres de The Doors, donc Manzarek, Krieger et Densmore. Il crée The Doors en 65, donc un an après donc le début de ses études à Jim Morrison. Il se lie peu avec ses autres camarades de classe. Il présente un comportement de plus en plus instable, turbulent, voire asocial. Il se désintéresse même de la vie familiale et s'évade dans les romans. Donc Jim se fait remarquer par son charisme, la lascivité de son jeu de scène et l'étrangeté poétique de sa musique. Du point de vue mystique, la consommation de psychotropes le rapprochait du chamanisme. Il consommait surtout de la LSD. Donc finalement, malgré le succès de The Doors, Jim Morrison abuse des drogues et de l'alcool aussi, et le groupe ne peut plus assurer les concerts. Il y a énormément d'annulations et même des pertes de conscience sur scène. Le chanteur se fatigue des provocations et en 71, il rejoint Paris avec sa copine et continue d'écrire de la poésie. Donc on peut lire de nombreux poèmes de sa période parisienne. Donc les nombreuses attaques verbales de Morrison contre la force policière, son engagement pacifiste, son affection pour la mystique et la culture amérindienne, son rejet frontal de la morale puritaine et des valeurs WASP, donc caractéristiques de son milieu familial, son appel systématique à la libération radicale, sans parler de ses comportements turbulents, incite fortement à rattacher Morrison au mouvement anarchiste, ou plus précisément à une tendance qui préfère la sensibilisation des masses plutôt par la production d'œuvres culturelles plutôt que par la propagande. Déprimé et usé par sa vie tourmentée, il décide le 3 juillet 71, alors qu'il est à peine âgé de 27 ans. Il décède, alors qu'il est à peine âgé de 27 ans. Et d'ailleurs, l'énigme de la mort de Jim Morrison, donc il est mort à Paris et enterré au cimetière Père-Lachaise, auprès des plus grands, Oscar Wilde par exemple. Donc l'énigme de sa mort plane encore sur le monde. Arrêt cardiaque, surdose, complot de la CIA, mise en scène, les circonstances du décès du roi lézard, c'est comme ça qu'on l'appelle, restent entourées de zones d'ombre.
Les WSCP, c'est quoi les WASP Les WASP, c'est en fait un groupe radicaliste. C'est le nom qu'on donnait aux premiers immigrés américains, c'est White Anglo-Saxon Protestants. C'est ceux qui considéraient qu'en fait un vrai Américain était blanc, il rejetait l'étranger, les Italiens etc. et tout ce qui venait après. Donc il y a eu un film sur The Doors qui a été réalisé par Oliver Stone en 91, dans lequel Jim est joué par Val Kilmer. J'ai trouvé l'image de Jim trop salie, personnellement. Ils le font trop paraître comme un drogué égoïste. C'est trop exagéré, alors qu'il continuait à écrire. Même à Paris, il écrivait, il produisait des poèmes, magnifiques d'ailleurs. D'ailleurs, sa femme, depuis le début de The Doors, donc qui était sa copine, a dit le poème qu'il lui avait lui-même écrit lors de leur premier rendez-vous. Voici qu'arrive la nuit avec sa légion pourpre. Retirez-vous maintenant dans vos tentes et dans vos rêves. Demain, nous entrons dans la ville de ma naissance. Je veux être prêt. Et t'en penses quoi, toi, de ce poème, Emina? Tu le trouves pas un peu sinistre? Oui, effectivement, mais en fait, Jim Morrison est un personnage très sinistre, mais il faut savoir qu'il n'avait pas du tout peur de la mort. Au contraire, c'est quelque chose qui l'attirait, donc ça explique sûrement ces poèmes assez sinistres. Bon bah merci Emine, a une vie très chargée pour seulement 27 ans. Excuse-moi pour ma petite étourderie du début, on a tous eu une semaine chargée, vous savez ce que c'est. On va continuer tout de suite avec Semir pour pas perdre de temps qui va nous faire sa rubrique Sport Time. Vas-y Semir. Rubrique Sport Time. Toute l'actualité du sport sur Radio Bel-Air. Restez avec nous. Merci, semaine riche en informations et surprises dans le monde du sport. Je vais commencer sans perdre une seconde. Alors rugby, les phases de poule du mondial 2015 ont été annoncées au tirage au sort. En effet, en poule 1, nous retrouverons l'Australie, les Pays de Galles et l'Angleterre. En poule B, l'Afrique du Sud qui affrontera Samoa et l'Écosse. En poule C, la Nouvelle-Zélande, champion du monde en titre, contre l'Argentine et la Tonga. En poule D, la France avec l'Irlande et l'Italie. Les Français ne devraient donc pas avoir de très gros problèmes pour se qualifier. Judo. La Française Lucie d'Écosse, après avoir remporté les Jeux Olympiques de Londres, s'est fait cambrioler. Et oui, le domicile de la triple championne du monde de judo a été cambriolé à Thiers, dans le Val-de-Marne. Les cambrioleurs ont dérobé ses 3 médailles d'or mondiales, mais pas l'Olympique. Affaire à suivre. Tennis, Rafael Nadal a enfin repris l'entraînement après 5 mois d'absence suite à une blessure. Il devra donc se diriger à Melbourne pour participer à l'Open d'Australie. Verdict pour l'ancien entraîneur Régis de Camaret. Celui-ci est condamné à 8 ans de prison pour viol sur mineur. Ceci dit, Nathalie Tauziat, membre du comité directeur de la Fédération française de tennis, a défendu son ancien entraîneur. Pour cela, la FFT décide de l'exclure. Football, l'UEFA a annoncé qu'elle organisera pour la première fois la compétition de l'Euro 2020 dans plusieurs pays. La liste des villes sera connue au printemps 2014. L'Espagne est le champion en titre. Champions League, mardi et mercredi soir se sont déroulés les derniers matchs de cette phase de poule. En voici les qualifiés pour les huitièmes de finale. Le PSG, le Schalke 04, Malaga, Dortmund, la Juventus de Turin, le Bayern Munich, Barcelone, Manchester United, FC Porto, Arsenal, AC Milan, le Real de Madrid, Shakhtar Donetsk, Valence, le Celtic et enfin Galatasaray. Et oui, je n'ai pas cité Chelsea, le tenant en titre. Chelsea a signé une triste première en quittant la Ligue des Champions dès la phase de poule, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. L'an passé, elle marqua son histoire et l'histoire des clubs de Londres en remportant pour la première fois cette prestigieuse compétition, et cette année, malheureusement, elle marqua l'histoire d'un point de vue négatif. Malgré leur victoire 6-1 contre le FC Northland, Chelsea n'a pu se qualifier qu'en Europa League, compétition que Rafael Benitez, nouvel entraîneur, prendra au sérieux. À ne pas manquer ce dimanche 9 décembre à 14h30 en Premier League, le derby mancunien Manchester United contre Manchester City, match qui sera très serré. Le choc du week-end. Merci Samir. Alors le monde du sport est assez agité quand même, mine de rien, entre les viols et les cambriolages. On est pas très loin des magouilles politiques qu'on connaît. Bon merci, on va faire une nouvelle pause cette fois et c'est Emina et Samir qui vont nous quitter. Alors merci pour votre participation à vous aussi. Merci. Et à vendredi prochain. Voilà, on est encore moins nombreux maintenant, plus que 3 personnes au studio.
Donc maintenant, on va écouter Gaston qui va nous faire son explication. Alors vas-y, c'est l'heure de l'explication de Gaston. Florange, alors moi je vais vous parler de Florange. Donc Florange c'est un symbole, d'abord parce que Sarkozy s'est pris au jeu du sauveur suprême et a finalement perdu. Donc c'est maintenant au tour de François Hollande de reprendre un échec de refaire un échec dans le domaine minier. Alors pour résumer cette histoire ahurissante, il nous faut revenir au début de l'affaire. Donc Mittal, c'est une firme multinationale. Donc il y a maintenant deux mois, Mittal annonce la fermeture de son site de Florange. Donc 2 mois sont laissés à un repreneur pour reprendre l'affaire, pour redémarrer le processus. Mais donc Arnaud Montebourg a proposé l'idée d'une, vous savez, ce qu'Arnaud Montebourg a proposé. Non, pas du tout. J'ai pas suivi l'affaire personnellement. Moi non plus. Donc il a proposé une nationalisation. Donc comme Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a dit c'est pas la peine, on n'en veut pas, au revoir. Donc c'est finalement un accord entre Mittal et l'État pour la conservation des postes. C'est un accord à demi-mot. Enfin c'est pas super, c'est pas ce que les ouvriers vous voulez de la part de l'État. Ils espéraient un peu plus, ils espéraient des investissements un peu plus conséquents. Sauf que cet accord devait être secret à la base, donc ça devait rester dans le cadre de État Mittal et pas dans la sphère que la presse s'en occupe et qu'elle relaie l'affaire. Et donc mais sauf que vous savez ce que sont les médias actuellement, donc finalement donc on peut aller sur internet trouver cet accord. Les journaux en ont parlé, on a invité les syndicats à parler dans les émissions de télé. Il y a toujours des fuites, forcément, dans ce genre d'affaires. Oui, c'est comme ça, on choisit. C'est comme ça. Et donc finalement, on en a parlé, on en a dit beaucoup de mal, on a beaucoup critiqué Jean-Marc Ayrault, on a beaucoup critiqué Arnaud Montebourg aussi. Et donc finalement hier il y a un projet qui s'appelle le projet Ulcos qui était censé être la bouée de Florange, donc c'est finalement compromis. Mittal a annoncé ça hier, elle a dit on va annuler le projet Ulcos. Et donc c'est finalement au final quand on voit ça avec du recul, on voit que c'est à la fois un échec du gouvernement et donc ça va probablement conduire à la fermeture de ce site dans les quelques mois à venir. Donc cela pose une question encore plus générale, ça pose la question du modèle économique français. En quoi la France a-t-elle encore besoin de ces industries en Lorraine? Quel est l'intérêt de vouloir à tout prix se battre pour avoir des entreprises qui sont finalement en perte de vitesse et qui sont plus compétitives sur le plan mondial? Voilà. Ouais, donc on voit encore une fois que le régime de François Hollande est pas mal remis en question depuis qu'il est là, malheureusement. Bon, maintenant que ça c'est fini, je vais vous faire ma petite rubrique à moi. Donc Hawkscalibur et Bazooka. Malheureusement, Shadé est pas là aujourd'hui, comme quoi les effectifs sont vraiment réduits, mine de rien. Je vais devoir me débrouiller tout seul pour vous faire le buzz et le Hawks de la semaine. Alors j'espère que je serai à la hauteur. On va commencer tout de suite avec le buzz, comme d'habitude. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'histoire de l'alcool frelaté en République tchèque qui a tué des personnes. Alors oui, l'alcool tue.
Ça arrive. C'est un alcool de contrebande en République tchèque. 20% de l'alcool consommé par les gens, c'est de l'alcool qui provient du marché noir. Donc les origines ne sont jamais très sûres. Et ça, donc, c'était une espèce de farce en fait à la base par deux personnes qui ont décidé de couper leur alcool avec du méthanol pour en produire beaucoup plus. À moindre coût, donc c'était une bonne affaire pour eux, mais le problème avec cet alcool, c'est qu'il empoisonne, donc c'est pas forcément très sympathique. Et l'affaire a commencé avec la mort de deux personnes âgées, en fait. Puis après la mort d'une troisième personne, peu de temps après, l'enquête a commencé, donc ils ont arrêté une personne de 36 ans, mais des gens ont continué à mourir encore après. Alors au total, c'est 15 personnes après. Le bilan, c'était 18 victimes qui en sont mortes, et plein de gens ont été atteints de cécité aussi, donc ils sont devenus aveugles. Et finalement, les coupables ont été arrêtés, mais voilà, il y a une prohibition qui a été instaurée, les alcools forts ont été interdits à la vente, les douanes ont été beaucoup plus exigeantes et sérieuses. C'était beaucoup moins facile de faire passer de l'alcool, et puis l'alcool de contrebande est complètement interdit, il y a eu plein d'enquêtes, d'analyses. Enfin bref, c'était vraiment une affaire très grave, hein. Les gens, ils allaient dans le drugstore du coin de la rue, ils allaient acheter leur alcool tranquille pour la famille, et puis certains de ces alcools étaient empoisonnés. Les gens mouraient comme ça, alors qu'il était censé être certifié, officiel, bien vérifié et tout. Enfin bref, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit et qui est encore à suivre un petit peu. En ce qui concerne les hoax, je vais vous parler de deux hoax en rapport avec ce que pense la société française, enfin certaines personnes de la société française, de nos amis musulmans. Alors c'est deux affaires qui tournent autour d'eux. Ce sont deux hoax complètement faux, hein, je vous rassure. Le premier concerne une petite ville qui s'appelle Suffelweiersheim. C'est compliqué comme nom quand même. En fait, une personne accusait la mairie de cette ville d'avoir interdit une école maternelle de mettre des sapins pour Noël dans l'école, donc pour ne pas offenser la population musulmane. C'est complètement faux, bien sûr, hein, déjà parce que la mairie n'a absolument pas le droit d'interdire à une école de mettre des sapins ou pas. Ils ont juste le droit de ne pas le financer s'ils veulent. Et en plus, on a vu que ces écoles maternelles ont bel et bien installé un sapin, un par classe et un grand dans la cour de récré. Donc une affaire complètement fausse. Le deuxième hoax concerne cette fois un magasin, un vendeur de foie gras de la marque Le Berry. Il a été accusé de ne produire que du foie gras halal pour ne pas offenser encore une fois les minorités musulmanes. Or c'est complètement faux, bien sûr, ce sont des accusations à tort. Il ne produit que 2% de foie gras halal, et de manière exceptionnelle, c'est 5 jours pendant l'année où ils produisent du foie gras halal. Sinon, à part ça, toutes les boîtes de foie gras où il n'y a pas écrit, où il n'y a pas le label halal dessus, sont des boîtes de foie gras tout à fait normales. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur les buzz et les hoax de la semaine. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Myriam qui a un invité aujourd'hui, donc elle va nous faire une petite interview. Alors je te laisse la parole, Myriam, explique-nous en quoi ça consiste. Bonjour, alors sur ActuCulture, aujourd'hui je vais vous parler d'Ambassadeurs en herbe. L'après-midi du mercredi 5 décembre a eu lieu au lycée Ambassadeurs en herbe. C'est quoi? Vous connaissez? Mélik, tu connais? Non, mais J'en ai vaguement entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. En gros, c'est une compétition entre élèves de primaire, collège et lycée, avec pour but de sélectionner un gagnant par catégorie. Plusieurs élèves de CM2, 5e et seconde ont dû parler des événements ayant marqué la révolution tunisienne, à leur manière, puis répondre à quelques questions, et enfin débattre sur le sujet et défendre leur point de vue sur les conséquences positives et négatives qu'a pu avoir la révolution. Pour ma part, je me chargeais d'animer le débat d'élèves de seconde en leur posant des questions qui leur permettraient de se mettre en valeur auprès du jury. Je tiens à féliciter tous les participants, ils étaient tous vraiment à la hauteur et méritaient le titre ultime, mais ce ne sont que quelques-uns d'entre eux qui ont gagné, Céline Manaï pour la catégorie seconde, Ihsan Boulanoir pour la 5e et Ismaël pour les CM2. Bravo à eux et bon courage pour la suite, parce que, eh oui, la route est loin d'être terminée. Après cette première sélection, ils devront affronter les gagnants d'autres pays comme le Maroc et l'Algérie dans une demi-finale qui se déroulera à PMF. Un des jurys de cette manifestation culturelle est ici avec nous, Emin Brahim. Bonjour. Bonjour.
Donc, cher jury, parle-nous de ton expérience. Alors, mon expérience, j'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai été surpris. J'ai pu voir des discours qui étaient bien construits, qui étaient très intéressants. Et j'ai spécialement été surpris par les élèves de CM2 qui, bon, ils sont jeunes, mais ils ont quand même réussi à avoir une certaine analyse, à avoir un regard critique de la situation. Je veux pas dire que les autres, c'était pas aussi bien, mais voilà, c'était globalement une très belle expérience. C'est surtout que c'était plus arabophone, hein. Oui, en effet. Enfin, le côté trilingue aussi m'a beaucoup intéressé. Ce côté arabe, anglais, français. Bon, je comprends pas aussi bien l'arabe que les deux autres langues, mais ça m'a permis peut-être, je sais pas, C'est une nouvelle expérience, quoi. Oui, exactement, exactement. Merci. Et le choix, est-ce qu'il était toujours facile? Vous étiez d'accord entre vous, membres du jury, etc. Pour la plupart, oui. Pour la plupart, on arrivait, on était plutôt tous d'accord. Il n'y avait pas de questions. Mais par contre, il y a eu 2 cas. Bon, j'entre pas dans les détails parce que c'est la souveraineté du jury. Et il y a eu 2 cas où il y a eu des débats, il y a eu des questions. On a dû trancher à la fin. Et bon, voilà, c'était difficile, mais le choix nous a semblé juste à la fin. Vous n'avez pas trop de temps en même temps. Donc, merci d'être venu, Émile. Et c'est tout pour Actu-Culture aujourd'hui. Passez un très bon week-end et à bientôt. Merci Myriam, merci Emine. C'est la fin de notre live d'aujourd'hui, un live qui s'est un peu effrité au fil du temps, hein, vu que nos membres sont partis les uns après les autres. Je suis presque tout seul maintenant et je dois vous dire au revoir, les larmes aux yeux, mais je suis sûr que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, à la prochaine. Au revoir.